Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui accompagnée de ce magnifique soleil qui j'espère sera notre hôte jusqu'à la fin de cette vidéo. J'avais envie qu'on aille explorer deux grands systèmes de consultation traditionnels qui ont deux approches différentes malgré un point commun, celui d'éclairer nos chemins, de nous guider dans nos étapes de vie, dans nos choix, dans nos questionnements. Le Yi-King et le Tarot Rider partagent un autre point commun, c'est celui du changement et des cycles de la vie. Alors, ils ont une approche qui est bien différente. L'un va être ancré sur la sagesse ancestrale chinoise. Il va décrire les mutations naturelles du monde, de la nature, des éléments. Et l'autre, il va avoir une approche plus traditionnelle, occidentale, et il va proposer un voyage symbolique et initiatique. Et je vous propose d'aller explorer ce qui les distingue. Je vous explique tout dans cette vidéo, et je vous dis à tout de suite. On va aller voir rapidement la structure des deux méthodes, parce qu'elles sont quand même bien différentes, et ce qui pourrait être leurs limites. Dans la deuxième partie, je vous propose un tirage pratique sur une même question. On ira interroger le Yi-King et le Rider. On verra comment les deux répondent à cette même question. Et pour conclure, j'aimerais qu'on aborde leur complémentarité, la complémentarité qu'ils peuvent avoir. Le Yi-King, contrairement au tarot, qui repose lui sur des images et des symboles visuels, il va être basé sur un système plutôt mathématique et philosophique. Il est souvent appelé le livre des changements ou des transformations, car il aide à comprendre la dynamique du changement dans nos vies. Alors il se base sur les énergies de la nature et le changement d'une loi universelle et naturelle. Il est représenté par le passage d'un hexagramme à un autre, donc qui forme un cercle, comme on le voit sur l'illustration. Et ces hexagrammes sont constitués de traits yin et de traits yang, des énergies yin et des énergies yang. Ça illustre en fait la mutation constante du monde et des dynamiques qui se jouent entre ces deux polarités. Alors, il ne va pas s'agir de prédire un futur figé, mais de comprendre plutôt le mouvement des énergies en présence afin de mieux agir en conséquence. Alors, quelle est sa structure? Il est constitué de quoi? En fait, le Yi-King, ça repose donc sur 64 hexagrammes et qui représentent chacun une situation ou une dynamique de transformation. Comment on le consulte? Alors, on a déjà un livre qui est en fait le texte initiatique initial ancestral, donc les explications. Et on va s'aider de 3 pièces ou de baguettes, de 50 baguettes. On va poser une question, idéalement elle n'est pas trop fermée, et on va donc jeter les pièces comme on jetterait des dés qui vont nous donner une combinaison. Et cette combinaison sera traduite soit par un trait yin, soit par un trait yang. Et par ce jet de pièces, on va constituer notre hexagramme qui sera composé de 6 traits. Alors, pourquoi utiliser le Yi-King? Il faut savoir que le Yi-King, c'est un oracle qui est plutôt stratégique et pragmatique. Il donne des réponses plutôt structurées et souvent sous forme de conseils ou de réflexions profondes. C'est assez philosophique. Ces réponses, elles ne seront pas simplement oui ou non, mais elle vous expliquera comment est la situation, comment elle pourrait évoluer, et de ce fait, comment on adopte le meilleur comportement pour accueillir ce conseil au mieux, ces énergies en présence au mieux, et passer le petit cap difficile ou adapter notre attitude face à la réponse, selon la question bien sûr. Pourquoi on utilise le Yi-King aussi? Et ça c'est important, je trouve, parce qu'il a moins d'influence personnelle. Avec le tarot, notre état d'esprit peut être influencé par l'interprétation des cartes,
Alors que le Yiking, on a un texte. Les textes, ils sont neutres, ils sont plutôt objectifs, et ce qui permet d'avoir une analyse un peu plus détachée. Certains vont considérer le Yiking comme plus fiable pour prendre des décisions très importantes, parce qu'il sera exempt d'influence personnelle. On s'en tient au texte en fait. Alors, quels sont ses avantages et ses limites? J'aurais envie de dire que les avantages du Yiking, c'est qu'il va donner des réponses plutôt précises et détaillées, parce que chaque hexagramme est un enseignement en soi. Il va être moins influencé par nos émotions. Se faire un tirage personnel avec les cartes du tarot, c'est un peu compliqué parce qu'on est en attente d'une réponse et du coup on peut être influencé par ça. Le Yiking, on lit le texte, donc il a des réponses qui sont plutôt objectives parce que notre interprétation, elle va être moins influencée par un visuel, des symboles et ce qu'on a envie d'y projeter. C'est un outil plutôt philosophique. Il va permettre d'anticiper l'évolution d'une situation parce que grâce aux traits mutants, on peut avoir des traits mutants, on voit les transformations en cours, les énergies en présence, on va les voir vraiment précisément point par point ce qu'il y a à prendre en considération et comment adapter au mieux le comportement. Alors il a des limites, comme tout. Il peut être un peu difficile d'accès parce que les textes, ils sont parfois difficiles à comprendre. Il faut savoir que ça a été traduit d'un chinois ancestral. Donc pour ça, le mieux, et je l'explique dans ma vidéo d'initiation Yiking, c'est de se référer vraiment à 3 ouvrages qui sont les ouvrages de référence du Yiking, qui dévient pas trop des textes anciens au niveau de la traduction. Mais c'est vrai que ça peut être un peu difficile. Il y a comme tout apprentissage, en fait, il y a peut-être une gymnastique intellectuelle un peu plus complexe parce que, en fait, le livre des sagesses, il est basé sur une philosophie orientale, chinoise. Et pour nous, occidentaux, c'est parfois un peu difficile de comprendre les subtilités et les nuances. Mais on y arrive, hein. Avec des ouvrages efficaces, tels que celui que j'ai, c'est complètement abordable. Et puis, il nécessite de la patience, parce que les réponses, elles sont souvent très subtiles et elles demandent une réflexion. On va infuser un peu comme un sachet de thé pour libérer les conseils, les compréhensions, les subtilités. Et du coup, ça demande quand même une implication personnelle un peu plus importante pour comprendre le sens de ces réponses. Le tarot, qu'est-ce que c'est? C'est un outil intuitif qui repose, donc on l'a vu, sur des illustrations, des symboles, des archétypes et qui offre des réponses immédiates aux questions. Alors qu'elles soient émotionnelles, psychologiques ou qu'on l'utilise en prédictif, en divination. Il parle un langage qui est plutôt universel et simple, ce qui rend sa compréhension un peu plus abordable que le Yiking. On parle aussi de cycles, mais d'une manière différente, qui sera plus narrative, symbolique, avec des leçons associées aux personnages dans chaque étape franchie. Il y a un protocole de tirage. Donc on peut décider de faire des tirages en 3 cartes, 1 carte, 5 cartes, 6 cartes. On définit le protocole avant de tirer les cartes. Donc là c'est des cartes, c'est pas des pièces, un livre et des baguettes. Et puis la question, elle peut être soit ouverte, soit fermée. Je trouve que le tarot il est quand même assez multifacette. Sa structure, on a 78 cartes. Dans ces 78 cartes, on va avoir 22 arcanes majeures. Est-ce que j'en ai là? Ouais. On va avoir 22 arcanes majeures qui vont représenter des grandes étapes spirituelles de la vie. C'est là qu'on parle d'archétypes. Et ensuite, on a les 56 mineurs qui, elles, vont illustrer des situations de la vie quotidienne ou des dynamiques émotionnelles, mentales, matérielles, et qui vont être représentées dans 4 familles d'éléments.
Donc on aura la famille des deniers, des épées, des bâtons et des coupes. Donc ça représente comme ça des petites scénettes qui déjà, rien qu'à l'image, nous donnent des informations sur ce qu'elles symbolisent. Alors comment fonctionne le tarot ? J'ai envie de dire qu'il y a 3 grands usages, ce qui en fait vraiment, comme je vous disais, un outil multifacette, assez polyvalent. On va pouvoir le consulter pour des guidances générales, de développement personnel et spirituel. Alors, dans ce cas-là, il va être utilisé plus comme un conseiller de vie. Il va aider à prendre le recul, à voir une situation sous un angle un peu différent de ce qu'on en perçoit. Et il va nous aider à clarifier nos pensées et à obtenir une direction. On peut aussi l'utiliser comme outil psychologique, donc ça va être plutôt des guidances, on va appeler ça des guidances psychologiques. Et là, ce sera plus pour effectuer un travail sur soi, où il va nous permettre d'aller explorer nos blocages, nos peurs, et de mettre en lumière un aspect ou des aspects cachés de soi. Un peu une séance un peu thérapeutique. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a certains psychanalystes et thérapeutes qui utilisent le tarot pour aider leurs patients à verbaliser leurs émotions. Et il peut être aussi utilisé par des écrivains ou des réalisateurs de films, de séries. Ils vont s'inspirer des archétypes et des messages du tarot pour construire en fait le profil psychologique des personnages. Donc vraiment, là pour le coup, il peut vraiment être utilisé pour beaucoup de choses. Et il y a une 3e méthode d'utilisation du tarot, peut-être qu'il y en a plus, mais j'en vois 3 grandes en tout cas. Ça va être une utilisation d'anticipation d'événements, ce qu'on va appeler de la prédiction, de la divination. Alors, cette utilisation, il me semble que c'est celle qui est la plus connue, la plus répandue, et c'est celle qui attire aussi beaucoup de monde. C'est une lecture qui va être souvent axée sur l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Comment anticiper les événements à venir? Comme pour le Yiking, on va essayer de lister un petit peu les avantages du tarot et puis ses limites. L'avantage, comme on l'a vu, c'est plutôt accessible parce qu'il y a des illustrations déjà, donc elle nous aide tout de suite à rentrer dans une sorte de compréhension plutôt simple. En fait, avec peu de connaissances, on peut vite progresser. Comme on l'a vu, il est super polyvalent. Il va autant servir à l'introspection qu'à la prédiction. Et puis, il est super visuel, donc ça facilite grandement notre compréhension et notre analyse, notre apprentissage. Il a quand même quelques limites. Il peut être subjectif. À la différence du Yiking, l'interprétation du tarot, elle dépend beaucoup de l'intuition et du contexte. Il demande un peu de pratique. Alors, même si son apprentissage peut être au départ sembler un peu plus facile, il y a des nuances et des associations de cartes qui peuvent être un peu plus compliquées à percevoir, à comprendre. Et puis, une limite qui est quand même importante à prendre en considération, il peut être influencé par nos émotions. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On peut parfois voir ce qu'on veut dans un tirage de cartes et ce qui peut fausser un peu l'analyse. Ça va être les limites du tarot. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est celle que j'ai retenue pour vous. On va passer à un exemple de lecture sur une même question. Yiking versus tarot. C'est parti. Alors, je vous propose un exemple d'interprétation d'une carte du Rider et de ce que pourrait être son hexagramme équivalent pour une lecture qui se veut vraiment succincte, mais c'est une manière concrète de comprendre leurs différences. La question que je pose, dois-je quitter mon emploi ? On imagine que pour ce tirage, j'ai sorti la carte de la Lune du Rider et pour le Yiking, c'est l'hexagramme 29 qui est sorti.
c'est ce qui me semble être enfin, il y en aurait d'autres, hein, mais c'est ce qui m'a semblé être l'hexagramme qui viendrait être plus dans les énergies de cette carte de la Lune. Dois-je quitter mon emploi? Alors, comme on l'a vu, le tarot, c'est un outil qui est vraiment multifacette. Je vous propose qu'on interprète cette carte de la Lune des 3 façons d'interprétation en prédictif, sur une guidance conseil et en lecture psychologique. Donc, qu'est-ce que nous dirait la Lune? Comment répondrait cette Lune sur un tirage, sur une lecture prédictive? Elle nous dirait que la situation, elle est floue, elle est même problématique, et qu'il y a des incertitudes et des confusions, de la peur, et on sent danger. L'avenir, il n'est pas clair, et est-ce que tu dois quitter ton emploi? En prédictif, on pourrait nous emmener vers oui, tu devrais quitter ton emploi, mais il serait peut-être sage d'attendre un petit peu avant de prendre une décision. Pas pour l'instant, mais c'est vers là que tu te diriges. Pour le moment, tu n'es peut-être pas prêt. La situation, elle est encore un peu confuse. Et le soleil nous a quittés. Sur une guidance, conseil, développement personnel, même question. Dois-je quitter mon emploi? Bim, on a la Lune. Et là, l'interprétation de la carte, ce serait plus écoute ton intuition. S'il y a quelque chose qui te met mal à l'aise dans ton travail, il faut peut-être aller explorer ce sentiment. Il faut peut-être aller comprendre ce qui te rend mal à l'aise. Il y a peut-être une peur de l'inconnu d'avoir de nouvelles opportunités. Il y a clairement peut-être besoin de changer quelque chose, mais c'est pas forcément ce à quoi tu penses. La chose à changer, c'est peut-être pas le boulot. Donc pour le moment, tes émotions, elles sont très débordantes. Hein, ça, c'est ce que signifie la Lune. C'est pas très clair. Est-ce que tu dois quitter ton emploi? On t'invite là à plus comprendre et aller exploiter ce qui te met mal dans ton boulot, ce qui met des sentiments un petit peu en doute. En guidance, en développement personnel, on t'inviterait aussi à prendre le calme nécessaire pour te reconnecter à tes intuitions, tes ressentis, avant de prendre une décision. Dans le prédictif, on a vu que le malaise y venait du boulot. En guidance, on se dit, qu'est-ce qui, en toi, qu'est-ce qui fait que tes émotions, en ce moment, elles sont mises à l'épreuve? Qu'est-ce qu'il y a dans ce boulot qui te font te sentir pas à l'aise? En lecture psychologique, on va aller voir là en profondeur et ce que dirait la Lune. Si on avait décidé dans notre protocole que voilà, c'était un tirage psychologique, on se pose la question, est-ce que je dois quitter mon emploi? Là, la Lune, elle parle des peurs inconscientes et des illusions, donc elle en parlait aussi dans les 2 précédentes lectures. Mais il est possible que le mal-être professionnel que tu ressens soit lié à des insécurités personnelles. Là, on s'inviterait à poser la question, est-ce que le problème, il vient du travail? Ou est-ce que le reflet de l'angoisse que tu traverses, elle est beaucoup plus profonde et invisible? Et elle viendrait toucher autre chose. Donc, en résumé, dans les 3 exemples qu'on vient de voir, on voit bien la différence de traitement. Alors même si la trame de fond, c'est la même, le mal-être au travail, les propositions de traitement de cette question, elle est différente. Dans la première, on voit que oui, quitte ton travail, mais pas tout de suite. En guidance, on va dire, va chercher ce qui te met mal et vois si tu peux changer quelque chose pour te sentir mieux au travail. Donc finalement, peut-être pas le quitter. Ça te convient peut-être, mais il y a une émotion à aller identifier pour que ton bien-être au travail revienne. Et dans la 3e lecture, donc qui est plus psychologique, on va vous dire, il y a quelque chose qui s'est réveillé de très profond en toi. Dans cette entreprise, dans ce boulot ou ailleurs, ce sera pareil. Cette douleur, elle est profonde, elle est ancrée et il faut aller l'identifier. Donc va plutôt à la source de ce qui te rend pas bien au boulot et tente de traiter
ce problème. Donc non, ne quitte pas ton boulot parce que visiblement, que tu quittes ce boulot pour en reprendre un autre, ton malaise sera toujours le même. Donc on voit quand même les différentes lectures. Et ce que je vous disais tout à l'heure lorsque je vous présentais le tarot, je vous ai sorti de quelques jeux les représentations de la lune du tarot Rider. Donc elles prennent tout appui sur cette carte traditionnelle qui est la carte de la lune à l'initiale telle qu'elle a été créée. Mais on trouve une multitude de jeux possibles et pour tous les goûts. Et je vous en ai sorti. Et quand on se trouve face à une carte de la lune, de la petite tarot, est-ce qu'on a les mêmes ressentis que lorsqu'on est devant une carte du Rider? Donc ça va ajouter un élément supplémentaire. Et c'est en ça que utiliser le tarot, ça veut aussi dire que l'interprétation, elle dépend beaucoup du jeu que vous utilisez, mais surtout de la lecture du lecteur, du cartomancien, de la personne qui lit les cartes, ou si vous vous tirez les cartes vous-même. Alors là, n'importe quoi, j'ai sorti un ermite qui n'a rien à voir là-dedans. Voilà, ça c'est la lune du tarot mystique. La lune de l'Ehrenberg tarot, donc là carrément on a juste la représentation, une fusée. On est loin d'avoir tous les éléments symboliques, l'eau, le passage, le chien, le loup, le homard qui a une grande signification. Le homard, il symbolise la mue, la transformation. L'eau représente les émotions, etc. Donc cette carte-là, pour apprendre le tarot, c'est pour moi le mieux, parce que lorsqu'on est face à une carte comme ça, on ne ressent pas tout à fait les mêmes choses. Alors il y a des jeux qui se rapprochent un peu plus de la lecture traditionnelle. Mais tout ça pour vous dire que dans le tarot, selon le tirage, les interprétations sont différentes. Elles seront différentes aussi par la lecture et par l'intuition et l'engagement du lecteur. Et tout ça rentre en ligne de compte dans une lecture. Je vous propose qu'on passe sur la même question à la lecture du Viking. On imagine qu'à la question « dois-je quitter mon emploi ?», le tirage de pièces ou de baguettes nous a constitué l'hexagramme « s'entraîner au passage des ravins ». Donc, dans un premier temps, on va observer l'équilibre entre les traits yin et les traits yang. On va ensuite se référer au résumé très, très succinct de l'énergie du Viking. On va se référer aussi à la grande image. Et la grande image, en fait, c'est le conseil d'un être. Qu'est-ce que ferait l'être accompli, le grand sage, dans cette situation? Alors, on nous dit s'entraîner au passage, donc le nom traduit de l'hexagramme. Il y a onde porteuse, unifier le cœur, favorisant, agir, amener à se surpasser. La grande image, le conseil, l'eau s'écoule de façon répétée, arrive à tout. S'entraîner au passage du ravin, l'être accompli ainsi agissant avec une attitude continue, apprend et enseigne par répétition. Vous voyez, c'est pas le même système de lecture, c'est pas... là, bon, on peut quand même comprendre que agir amène à se surpasser. Alors, agir en quittant son travail ou en continuant à fonctionner dans son travail. On nous dit ensuite, une attitude continue, apprend et renseigne par répétition. Ensuite, on va aller se référer à l'explication traduite de l'énergie globale de l'hexagramme. Alors, je vous ai fait un petit résumé pour pas vous faire toute la lecture, mais en gros, on nous dit que l'eau s'écoulant de façon répétée arrive à tout.
s'entraîner au passage du ravin, c'est une proposition de répétition d'action qui nous amène à une maîtrise de cette action. Et au moment du grand saut, on est plutôt prêt. Lorsqu'on nous donne le conseil de la grande image, on nous dit que l'être accompli, agissant ainsi avec une attitude, continue, apprend et enseigne par répétition. Donc c'est ce qu'on vient de voir. S'entraîner au passage du ravin, c'est apprendre à ne pas se laisser entraîner dans le vide. C'est apprendre à avoir une maîtrise des choses, de nos émotions, des situations. Et lorsque les périls s'accumulent, le Viking, il nous dit que lorsqu'on est au bord du précipice, mais qu'on a déjà franchi cet obstacle, parce qu'on ne l'a pas évité auparavant, à force de pratique et de dépassement de soi, on n'est plus dans une sensation où on est hors sol, où on a l'impression que tout s'effondre et qu'on n'a plus rien sous les pieds. Et lorsqu'on est face à ça et qu'on l'a déjà vécu, ou si on l'a jamais vécu, c'est peut-être une invitation à ne pas faire obstacle à ça, parce que déjà, il n'y a pas le choix. Et vaincre ce vertige et cette angoisse de la sensation où tout s'effondre, ça forge le cœur dans l'épreuve. Le Viking, il va relier ça au manque de confiance et de connaissance en soi dans l'épreuve de la peur et de l'inconnu. Il y aurait quelque chose dans ce travail qui fait peur, mais qui fait tellement peur qu'on a envie de prendre la fuite, mais définitivement. Et le Viking, lui, il va dire, en fait, il va conseiller qu'en se confrontant à ça, on se découvre de nous-mêmes. Et en se découvrant, on apprend de soi. Donc c'est par une série d'efforts suivis qu'on peut aplanir les difficultés et unifier le cœur et être plus en phase avec soi et faire en sorte que les difficultés auxquelles on est confronté soient le plus maîtrisables possible. Et pour résumer, sa réponse, ce serait: tu es dans une situation délicate, le risque est présent, il faut faire preuve de prudence, il faut peut-être apprendre à naviguer dans cette période d'incertitude avec patience et sagesse, plutôt que de chercher une issue immédiate. Ça va pas, je m'en vais. Il est conseillé donc de comprendre pourquoi la situation elle persiste. C'est que peut-être qu'on en arrive là parce qu'il y a des choses qui se sont accumulées, des petites épreuves, des petits inconforts qu'on a peut-être contournés et qu'à force de les contourner, ça s'est accumulé et là on est face à un énorme ravin et on ne sait pas comment le franchir. Et le Viking, il aura plus tendance à conseiller de non, ne quitte pas cet emploi sur un coup de tête, va plutôt chercher tout ce qui s'est accumulé, qui te fait aujourd'hui te sentir aussi mal au point de vouloir partir, et essaye de voir comment tu pourrais changer tes appréhensions face à l'objectif, face à la difficulté, et peut-être revoir aussi l'objectif. En fait, le Viking, il va pousser à affronter les difficultés avec lucidité pour apprendre de ça, ne pas fuir, et ensuite la décision de partir, elle peut être précipitée et ça peut manquer de discernement et de stratégie. Si on compare les deux réponses par rapport à cette même question, je vous mets un tableau. Alors le tarot, la réponse elle va être intuitive et symbolique, alors que le Viking, il va être plutôt pratique et philosophique. La tonalité, donc dans le tarot, on va être plus dans l'émotion, le doute, l'inconscient. La lune, elle est clairement basée sur
sur ce type d'énergie, alors que le Yi-King, il va être plus stratégique, il va parler d'endurance. Donc le message du tarot, clairement par rapport à la question, c'est une situation qui est floue, il faut écouter ton intuition et peut-être travailler sur tes peurs, alors que le Yi-King, il dit que même si la situation est difficile, il faut l'affronter avec prudence et résilience. Le tarot, il va vous conseiller de faire une introspection avant d'agir. Le Yi-King, il le conseille aussi un petit peu, mais il va vous proposer de ne pas agir impulsivement et plutôt de naviguer prudemment dans la situation. J'ai presque envie de dire, ne fuis pas ce que tu dois vivre et l'étape que tu dois franchir parce qu'il faut la franchir. Si on part du principe que tout est en perpétuel mouvement, mutation, transformation, les difficultés, les situations difficiles, elles finissent toujours par passer. On arrive à notre troisième et dernière partie. On va conclure cette vidéo. Il y aura sûrement beaucoup de choses à dire, à ajouter. C'est pas une vidéo figée dans le temps. C'est pour vous donner mon idée, mon avis de ces deux outils que je pratique. Mais n'hésitez pas, on peut aussi discuter en commentaire si vous avez des choses à ajouter, ou s'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. La conclusion, ce serait que, on l'a vu, le Rider, c'est un outil qui est incroyablement polyvalent. Il peut être utilisé dans des modes différents, on en a vu 3. Et alors, certains puristes diront que lorsqu'on fait une approche, une guidance psychologique, que le tarot, il permet aussi une grande introspection. Oui, c'est vrai. Mais à la différence du Yi-King, c'est que le tarot, c'est un outil où l'intuition, elle joue un rôle essentiel. Et bien que chaque carte ait une signification symbolique et traditionnelle, son interprétation, elle dépend quand même du savoir du cartomancien, de sa pratique, de ses connaissances, de son ressenti, son style de lecture. Si vous regardez des chaînes de cartomancie, vous verrez bien que le style, le type d'interprétation n'est pas la même. Alors, les sujets ne sont pas toujours les mêmes, mais et c'est ce qui va faire qu'on sera plus attaché à telle chaîne ou telle chaîne, parce que ça va plus répondre à nos ressentis. Mais chaque tirage, donc, elle est influencée par l'énergie du moment et la perception personnelle du lecteur, en plus du type de jeu que le cartomancien va utiliser. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans le Yi-King. Le Yi-King, il se distingue vraiment en ça, dans sa dimension plus philosophique et stratégique. Il ne se contente pas juste d'éclairer une situation, mais il nous invite à comprendre le flux du changement et à agir en harmonie avec lui. Donc il est différent du tarot en ce fait qu'il repose sur un système codifié d'hexagrammes, accompagné donc de textes anciens, qui va nous guider dans l'interprétation. Où là, l'intuition, elle a moins sa place. C'est davantage une lecture basée sur la sagesse ancestrale et l'analyse des cycles qui a été faite il y a des milliers d'années. Et l'interprétation, elle joue plus un rôle médiateur entre le texte et la situation, en s'appuyant sur une réflexion plutôt que sur l'instinct et l'intuition qui viennent entrer dans la lecture de la signification. Je dirais aussi que les différences, elles sont... Le tarot, il va mettre en lumière notre état intérieur, nos influences symboliques, là où le Yi-King, il va nous apprendre à observer les cycles de vie, à anticiper les transformations et à adapter notre attitude pour éviter les résistances inutiles. On l'a vu dans l'exemple du tirage. En fait, plus on résiste, plus les choses deviennent difficiles. Accepter, c'est pour ça qu'on parle aussi de résilience. Ces deux outils,
Ils ne s'opposent pas en fait. On a une vision symbolique et intuitive des événements. Et là, on a la sagesse pragmatique des forces en mouvement. Tirer un hexagramme de Yi-King pour comprendre la dynamique globale d'une situation, les énergies en présence, et venir ensuite compléter avec une carte de tarot, ou plusieurs, pour avoir une vision plus précise des émotions du blocage. Et pour moi, utiliser les deux combinés, ce serait comme avoir une boussole et une carte. On ne se contente pas de voir où on va, on apprend aussi à naviguer avec justesse et à voir loin. Pour moi, ces deux outils sont pas en compétition, bien évidemment, mais peuvent se compléter et nous offrir une vision beaucoup plus riche et plus nuancée. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Je voulais que cette vidéo soit pas trop longue et le plus simple en explication possible. J'espère que j'ai réussi l'exercice et que cette vidéo vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et pourquoi pas vous abonner. Et je vous dis à bientôt.